Comment est-ce que tu fais le tri comment est-ce que tu fais pour sélectionner les feedbacks qui, toi, peuvent être utiles et ceux qui, au final, tu te rends compte que... C'est simple, si à partir du moment où plus de 3 personnes te disent la même chose, tu gardes, quoi. Ouais. Okay. Donc si ça revient, si c'est répétitif... Voilà, c'est-à-dire que si les gens te disent c'est dommage, nanana, c'est dommage, nanana, c'est dommage. Puis des gens qui te le disent pas méchamment, d'un ton condescendant, tu vois à peu près. Mais voilà, moi je pense que il faut se fier à si une personne qui te dit un truc méchant, allez, t'as croisé il y a une phrase que j'adore, tout à l'heure j'ai filmé un truc, j'ai redit cette phrase que j'ai entendue dans une série qui s'appelle Justified. Si tu croises un connard un lundi et t'as croisé un connard un lundi, maintenant si tous les gens que tu croises sont des connards, c'est que le connard c'est peut-être toi. Ouais, d'expérience, c'est vachement important quand même la qualité, parce que quand t'écoutes un truc, maintenant les gens sont devenus hyper exigeants. Moi j'écoute pas trop, je t'avoue qu'un podcast qui est mal enregistré avec une qualité médiocre, ou une vidéo où c'est mal cadré, tu perds vite le truc, quoi. Ouais. Mais toi, être bloqué par la perfection, c'est quelque chose que t'as longtemps eu, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ok, je ferai telle chose quand j'aurai tel matériel, quand je pourrai atteindre un niveau de perfection, et au final les gens font rien. Et moi, au final, quand j'ai démarré, je suis d'accord avec toi, il faut pas se laisser se dire voilà, je démarrerai quand j'aurai. Bah non, tu démarreras pas quand tu auras un Canon 5D parce que ça coûte 1000 balles et tu les as pas encore. C'est vrai qu'il faut démarrer. Moi, j'ai démarré avec du matériel pourri quand j'ai monté ma première boîte. Ouais, c'est ça. Tu démarres et puis au début, ok, c'est pas parfait, et au fur et à mesure que tu avances et que tu produis du contenu et que même avec tes clients, au fur et à mesure tu progresses. Et voilà, je pense aussi qu'il faut mettre son ego de côté et se dire, ok, je débute et ce que je fais n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais je le fais au moins. Non, puis voilà, de toute façon, t'es obligé de passer par là, t'es obligé de passer par quelque chose. Tu peux toujours tout améliorer de toute manière, où que tu sois dans ton processus, dans ton voyage, si je puis dire. Tu vois, tu peux toujours avoir du meilleur matériel, tu peux toujours avoir des meilleures questions, tu peux toujours avoir du meilleur contenu, etc., etc. Il faut accepter de passer par cette phase où tu fais des choses qui sont pas terribles. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, elles étaient clairement bien. En tout cas, moi, j'étais par exemple beaucoup moins bon face à la caméra qu'aujourd'hui. Mais si j'étais pas passé par là, j'aurais pas progressé. Ouais. Et du coup, toi, comment est-ce que tu t'y es pris pour accepter que ce que tu faisais n'était pas bon? Comment est-ce que tu t'as fait le pas, en fait? En fait, dans un premier temps, je dirais que le truc qui était important pour moi, c'était de publier malgré c'était de ne pas regarder et de publier. C'était ça le truc. Parce qu'au début, on est vraiment un juge hyper critique vis-à-vis de soi-même, en particulier quand il s'agit de quelque chose qui est filmé ou enregistré. C'est vrai que la plupart des gens, ils détestent se voir ou s'entendre. Donc, il vaut mieux déléguer ce choix-là à quelqu'un d'autre. Ça c'est une manière de démarrer, et puis après il faut quand même regarder un peu ce qu'on fait. Une fois que c'est lancé, qu'on a des retours. Par exemple, moi je sais que on a publié une vidéo sur YouTube, j'ai eu des retours positifs, même si je n'aimais pas ce que je voyais. Il y a quand même je sais pas 2000 personnes qui disent que c'est pas mal, qui mettent un like. À partir de là, ça encourage, quoi. Ouais. Et toi, quand tu as commencé à démarrer, est-ce que tu étais du genre à te concentrer également sur les avis négatifs? Parce qu'en général, je pense que l'esprit humain se focalise plus sur le négatif que sur le positif. Et du coup, même si tu as 2000 likes, par exemple, ou 2000 bons commentaires, s'il y en a 3, 4, 5... de personnes qui aiment bien ton travail, il suffit qu'il y en ait 2 qui te chient. Voilà, c'est ça. Et tu vas penser qu'à ça. Mais ça, c'est un truc... je pense qu'on est toujours touché par les avis négatifs. Ça, c'est vraiment... c'est un vrai problème que je pense que plein de gens rencontrent quand ils veulent se lancer. C'est que... c'est ça, il peut y avoir plein de gens qui te disent c'est bien, il y a un mec qui te fait chier, et tu peux l'avoir dans la tête toute la journée, quoi. C'est vrai que les gens qui vont mettre des commentaires négatifs ou qui vont avoir un comportement, je sais que ça m'est arrivé encore récemment, tu vois, par exemple, les gens peuvent je peux te dire après comment je fais en fait pour gérer ça, mais en fait une personne, si tu veux, peut vraiment te pourrir ta journée.
Parce que le commentaire, en fait, de toute manière, un commentaire, tu vas le lire. Tu vois, il arrive, tu le lis. Alors, la solution, ça peut être de ne pas lire les commentaires, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Surtout les gens qui ont des grosses chaînes sur YouTube, ils vont pas spécialement lire les commentaires. Alors, c'est pas quelque chose qui est très bon parce que tu vas en lire 2-3 pour un peu que le mec tape au bon endroit, c'est pas terrible, quoi. Pour ton mental. Ouais, donc, des fois, le mieux, c'est de pas les lire. Tu peux déléguer ça à quelqu'un ou alors, ce qu'il faut faire, c'est te dire, il faut te préparer, en fait. C'est-à-dire que je vais lire mes commentaires. Ah, je mets mon casque. Ouais. Tu vois, c'est un peu. Tu vas en fait avec une espèce de préparation en tête en disant, comme un mec qui monte sur le ring, il met son protège-jambe. Là, c'est pareil. Ouais. Et moi, j'ai un exemple comme ça, un mec qui met des. Parce que les gens qui font leurs commentaires, tu vois, ils sont comme dans leur salon. Ils sont là, ils sont protégés par un pseudo, l'anonymat. Ils sont pas exposés. Il y a pas leur photo, il y a pas de vidéo. Enfin, on sait rien de. Donc le mec. Il y a des gens qui peuvent se permettre, des fois tu vois des gens qui ont des comportements qui sont vraiment déroutants en commentaire et qui vont dire ouais machin, puis alors moi je sais que de temps en temps encore ça m'arrive hein, d'avoir de voir un commentaire et de me dire mais c'est pas possible quoi. Bah, les gens sont protégés, il y a la barrière de l'anonymat, internet, et donc forcément il y a un mec comme ça qui mettait des commentaires, donc effectivement il était pas d'accord ou machin, je lui réponds et puis si tu veux la personne, c'est des gens des fois tu te dis en face de moi j'ai une personne qui a pas de filtre, qui sait pas se comporter, enfin je me dis heureusement que j'espère que cette personne se comporte pas comme ça en société, mais qui va se permettre de dire des trucs en commentaire, des trucs qu'on n'a pas à dire ou des choses, enfin tu vois. Et donc moi je dis bon tiens cette personne, je lis cette personne est vraiment totalement désagréable, tu vois. Et c'est un peu, en fait c'est quelqu'un qui vient chez toi et qui vient chier sur le paillasson. Si je pouvais faire une métaphore, quelqu'un qui rentre, qui frappe pas à la porte, qui rentre chez toi et qui vient chier dans ta cuisine. Bon, les gens comprennent pas après que du coup toi t'as pas envie d'avoir cette expérience. Moi ça m'est arrivé, j'ai bloqué un type comme ça. Et parce que voilà, le mec, en fait, si tu veux, le mec m'apportait trop de négatifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je publiais une vidéo, il venait commenter, nanani, nanana, et puis il disait des trucs. Enfin, c'était pas méchant ce qu'il disait, mais c'était vraiment l'emmerdeur, tu vois. Et moi, je me suis dit bon, je vais bloquer cette personne. Le mec de rage, il se dit tiens, je vais aller mettre 20 dislikes sur chacune de ces vidéos. Et c'est fou ce que les gens peuvent. D'un côté, enfin, c'est dommage parce que les gens de leur côté, dans leur salon, toi, ils arrivent à te pourrir la journée. Puis toi, après, tu fais un truc qui les énerve. Alors du coup, parce que suite à ça, ce que je me suis dit, c'est dit c'est simple. Maintenant, quelqu'un qui me dit un truc négatif, je ne cherche même pas, je lui réponds pas. Okay. Je le laisse tranquille dans son coin et puis il fait son petit, il tape sur sa casserole avec sa cuillère et puis c'est pas très grave quoi. Ouais. De toute façon, les gens, en fait, nous on les lit les commentaires quand on est créateur, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les autres personnes, enfin les gens lisent peu les commentaires sur YouTube. Toi, est-ce que par exemple, tu vas lire les commentaires sous une vidéo? Alors ça dépend, si la vidéo est polémique entre guillemets, ça m'intéresse d'avoir l'avis d'autres gens, mais si je vois que le niveau n'est pas très élevé, bah non, je back quoi. Oui, puis tu sens tout de suite quoi. Tu vas aller lire les 5 premiers, puis tu vas pas passer. Ouais, voilà, totalement. Moi, des fois, ça m'arrive comme ça, je me retrouve je sais pas, je suis sur mon smartphone, dans mon lit, tu vois. Je pourrais lire un livre ou dormir, et puis je regarde une vidéo polémique, comme tu dis, puis comme un con, je me retrouve pris au piège dans les commentaires à regarder ce que les gens se disent. Ouais, des fois, il faut de la force pour s'extraire du truc et se dire qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais là? Ça ne sert à rien. Et pour revenir sur les commentaires positifs, quand tu veux t'améliorer, comment est-ce que tu fais le tri comment est-ce que tu fais pour sélectionner les feedbacks qui toi peuvent être utiles et ceux qui au final tu te rends compte que c'est simple, si à partir du moment où plus de 3 personnes te disent la même chose, tu gardes quoi. Ouais. Okay. Donc si ça revient, si c'est répétitif. Voilà, c'est-à-dire que si les gens te disent c'est dommage, nanana, c'est dommage, nanana, c'est dommage. Puis des gens qui te le disent pas méchamment, d'un ton condescendant, enfin tu vois, tu vois à peu près. Mais voilà, moi je pense que il faut se fier si une personne qui te dit un truc méchant, bon, allez, t'as croisé il y a une phrase que j'adore, tout à l'heure j'ai filmé un truc, j'ai redit cette phrase que j'ai entendue dans une série qui s'appelle Justified. Si tu croises un connard un lundi et t'as croisé un connard un lundi, maintenant si tous les gens que tu croises sont des connards, c'est que le connard c'est peut-être toi. J'aime bien cette phrase, elle m'a vraiment marqué. Voilà, bon, si tu croises un mec qui t'a mis un commentaire négatif, bon, c'est pas grave. Maintenant, si 10 personnes te disent la même chose, attention. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Parce que je sais que t'as pas commencé ta carrière en tant qu'entrepreneur.
Je sais que tu as bossé comme employé. Est-ce que tu peux un peu partager ton parcours pour ceux qui écoutent et qui ne connaîtraient pas ce que tu fais? C'est simple. Moi, j'ai fait des études d'informatique. J'ai commencé à travailler comme consultant. C'était chez Accenture. C'est une grosse boîte de conseil. Il y en a plein comme ça à Paris, à la Défense. Et d'ailleurs, j'étais à la Défense. J'ai bossé là-dedans. C'était un travail que j'aimais pas trop, mais c'était pas grave parce que j'étais pas engagé dedans. Et puis, à côté de ça, moi, j'ai débarqué à Paris. C'était merveilleux pour moi. Vraiment, j'étais fasciné. Il y avait plein de choses à faire. J'étais avec j'avais vraiment peut-être 2 ou 3 de mes meilleurs amis qui étaient là aussi. Ils sont pas tous restés, mais rapidement ils sont partis. Mais on s'est retrouvés dans une période où on était tous en stage et puis on sortait le soir. Donc c'était vraiment intéressant. Puis après, j'ai décidé de quitter ce travail pour ça, j'ai quand même tenu 2 ans là-dedans. Mais j'ai décidé de quitter ce travail et puis de monter ma première boîte, donc avec une ancienne connaissance à moi qui m'a pas mal. C'est arrivé un peu par hasard aussi comme ça. C'est des fois il se passe des trucs dans la vie, tu vois, tu croises une personne, puis une personne qui te propose un truc, tu dis ah bah tiens oui pourquoi pas, allons-y. Moi c'est arrivé au bon moment. Et il faut être capable de dire oui. Moi j'étais dans une période où j'avais envie de prendre des risques, si tu veux. C'est-à-dire que je m'étais fait renverser par une voiture pas longtemps avant, ce qui m'avait incité aussi à un petit peu changer de direction. Je sortais aussi à l'époque avec une fille qui m'encourageait, je dirais qui m'a pas mal fait progresser également. Et donc ces 3 choses-là, elles se sont imbriquées. J'ai démarré cette société donc avec cette personne. Et puis c'était de retour. Il fallait accepter à ce moment-là ce qui n'a pas été facile. Il fallait accepter de redescendre en termes de confort. Et ça, je pense que c'est une chose qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont installés, on va dire, moi à l'époque, pour être clair, alors bon, les gens qui ont écouté ça habitent pas forcément Paris, mais j'habitais place du Marché Saint-Honoré, donc c'est vraiment un quartier, on est à côté de l'Opéra, j'avais un bel appartement et il a fallu repasser dans un tout petit truc de 12-13 mètres carrés à peine, dans le 11e, donc ça a vraiment fait un gros basculement parce que tu passes je sais plus à l'époque, j'avais un salaire un salaire tout à fait confortable et tout, repasser à une sorte de précarité. Mais quand tu fais quelque chose, ça c'est le truc qui fait peur en conscience. On se dit oh là là, comment je vais faire? Donc il faut être capable de revenir à quelque part, de baisser son niveau de vie. Mais quand tu fais quelque chose qui te stimule et qui t'occupe, qui t'obsède au quotidien, finalement en fait tu t'y fais très bien. Ça n'a pas eu d'impact sur ton niveau de bonheur en fait? Exactement. Et d'ailleurs, ça c'est une discussion que j'avais avec des amis l'autre jour. Justement, ces personnes qui étaient arrivées à Paris en même temps que moi, mes amis, Vincent, Étienne, etc. On disait, il y en a un qui me dit oui, alors ces années-là, quand on est arrivé à Paris, parce que nos vies elles ont pas mal changé à tous depuis. Enfin, mes amis, chacun évolué, ce truc. Ces années-là, quand on est arrivé à Paris, c'était vraiment le moment où je me suis le plus amusé. Bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est le moment aussi où tu gagnais le moins, tu vois. Donc comme quoi c'est pas ton niveau de satisfaction, ton bonheur ressenti, il est pas lié forcément. C'est pas parce que c'est pas les moments où tu vas gagner le plus d'argent, où tu vas pouvoir aller le plus de fois au resto, où tu vas avoir le plus bel appartement, où tu es le mieux psychologiquement. Ouais, c'est ça. C'est au moins être aligné avec ce que tu veux faire, quoi, au final. Et exactement, être engagé dans ton truc et être là où tu veux être, quoi. Ouais. Et tu dis que tu t'es lancé avec une vieille connaissance. Une question qui revient très souvent en entrepreneuriat, c'est trouver un bon cofondateur. Oui. Toi, comment t'as su que ça allait matcher? Je trouve que ça match quand tu fais des choses qui sont complémentaires. Ok. Ça, tu peux pas avoir tu peux pas avoir 2 personnes. D'ailleurs, c'est un truc que tu remarques souvent sur les plateaux télé, par exemple. Je dis ça parce que juste avant qu'on s'appelle, j'étais en train de regarder la télé. Et c'est toujours difficile quand tu mets 2 mecs qui ont un gros tempérament, 2 mecs qui veulent être leaders, ils vont se parler les uns sur les autres, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça un bon binôme, c'est 2 personnes qui vont avoir des qualités. Quelqu'un qui fait. Moi, à l'époque, justement, c'était cette personne qui fait
qui était plus sur la partie technique, informatique, vidéo, réalisation. Puis moi, j'étais sur la partie contenu. Aujourd'hui, d'ailleurs, je fais toujours la même chose parce que je travaille avec mon frère maintenant. Et c'est pareil, on est complémentaires. Lui, mon frère, il va s'occuper du monde. On va brainstormer tous les deux, mais je prends plus de place dans la création de contenu. Lui, il prend un petit peu plus de place dans l'artistique, etc., dans tout ce qui est réalisation, montage et compagnie, mais on est très complémentaires. Moi, par exemple, je pourrais pas tout seul faire, il est très bon là-dedans, je pourrais pas faire et me filmer et monter ce que je fais. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais moi, je crois que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est en face de soi, qui est très bon dans un domaine où nous, on n'est pas très bon. Et est-ce que c'est aussi une complémentarité au niveau du caractère ? Ouais, c'est un peu ce que... après, le caractère, je sais pas, c'est deux personnes qui... Globalement, il faut quand même deux personnes qui s'entendent bien, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu vas pas te lancer dans quelque chose avec quelqu'un que t'arrives pas à supporter. Ça n'aurait aucun sens. Donc ça, c'est quand même... Moi, je pense que c'est quand même la base. Ok. Et quand tu t'es lancé, t'en as parlé autour de toi ? Est-ce que ton entourage t'a encouragé ? Est-ce que ton entourage t'a... Non, j'en ai pas. Tu vois, figure-toi que justement, pas du tout. J'en ai pas du tout parlé par exemple, j'en ai pas du tout parlé à ma famille. Je sais que j'en ai parlé à ma famille peut-être 6 mois après m'être lancé. Pour mes parents, par exemple, j'étais toujours salarié, j'étais pas au courant. Donc j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie. Je savais que si je faisais ça, j'allais avoir de l'inquiétude, des sons de cloche un peu dans tous les sens qui allaient me freiner, donc je l'ai pas fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez un truc intéressant dans mon parcours, en tout cas dans cette expérience-là de me lancer, je me souviens qu'à l'époque, par contre, j'en ai parlé à ma petite amie puisque on vivait ensemble. On était ensemble depuis plusieurs années, donc forcément je lui en ai parlé. Et ce qui était assez, ce qui n'a pas été facile, c'est que justement elle, qui pourtant avait été là pour m'encourager à me lancer à faire un truc solo, elle n'était pas d'accord sur ce que je faisais, sur les choix que j'avais fait, le fait de faire, parce que si tu veux, ma première boîte, c'était vraiment très tourné vers les mecs pour donner des conseils de drague. D'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de personnes m'ont connu, des conseils pour faire des rencontres. Je dis des conseils de drague, voilà, je dis ça pour moi, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais et elle, ça lui plaisait pas, ça. Ouais, j'imagine. Ça n'a pas été facile pour moi parce qu'il fallait en même temps que je fasse mon truc et que il fallait que je monte cette boîte et qu'en même temps elle était là derrière me dire ouais mais non mais toi tu donnes des conseils. Elle avait pas du tout la même vision que moi là-dessus. Et ça n'a pas été facile. Et bien justement, ça c'est un truc qu'il faut faire attention parce que quand tu as une personne qui est obsédée par quelque chose et qui a envie absolument de faire réussir, moi en l'occurrence c'était ma boîte, et que tu as une autre personne qui vient et qui va venir freiner de l'autre côté, eh bien, le danger c'est que si cette personne elle est vraiment motivée par ce qu'elle fait, le frein va casser. Tu vois, le câble du frein va péter. C'est un peu ce qui s'est passé là. Ok. Mais je pense que c'est au-delà de ça, au-delà du fait d'avoir un peu des bâtons dans les roues, je pense que quand tu parles trop de ton projet autour de toi, ça te donne un sentiment de satisfaction. Et du coup, c'est comme si tu avais déjà fait quelque chose alors qu'au final, tu n'as pas du tout avancé, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté... Si tu passes trop de temps à en parler, c'est que tu passes peut-être pas assez de temps à le faire, quoi. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est à double tranchant parce que je pense que quand on parle, il y a un sentiment d'engagement vis-à-vis des autres. Oui. Et tu dois être cohérent et le mettre en action. C'est pas un sentiment d'engagement, c'est de l'engagement. C'est-à-dire que tu crées, c'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer, qui dit à un maximum de gens autour de lui, j'arrête de fumer. Et du coup, il s'engage, en fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il faut parvenir à choisir les bonnes personnes à qui en parler. En fait, le truc, c'est que, et surtout, moi, je pense que pour revenir à ce que je disais, notamment pour les gens qui sont en couple, parce que quand on est en couple, c'est quand même important. Si on a une personne avec qui on habite, qu'on voit au quotidien, son avis c'est très important. Donc, c'est important quand même d'avoir le soutien de cette personne-là. Et sinon, ça peut être dangereux pour le couple. Ouais. Malheureusement. Ou pour le business, mais dans les deux cas, c'est pas une bonne chose. Clairement. Donc, tu parlais tout à l'heure que tu faisais de la création de contenu. Oui. Comment est-ce que tu t'y prends pour trouver des idées, toi ? Comment est-ce que tu fais pour... Parce que j'ai vu que là, en ce moment, tu fais genre une vidéo par jour. Si je devais donner un peu ma façon de faire aujourd'hui, si tu veux, parce que c'est marrant, on m'a posé la question sur YouTube, je crois, ce matin. En fait, t'as un peu de tout. C'est-à-dire que d'un côté, je vais brainstormer avec mon frère, puisque c'est avec lui que je travaille au quotidien, donc
on s'envoie des idées comme ça, on est assis face à face, on bosse, et puis j'ai vu un truc, bah tiens, il y a un pote qui m'a dit ça, enfin tu vois, il y a un brainstorming un peu qui se fait en fait, on fait pas une réunion si tu veux, on se dit pas, on s'assoit puis on trouve des idées, mais en fait au cours de la journée, on échange selon les idées qui nous passent par la tête, on note des trucs, c'est toujours plus facile à plusieurs, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'es tout seul, t'es que ton cerveau t'es quand même limité. Quand t'as quelqu'un qui te renvoie la balle, c'est quand même bien, ça, il te pousse quelque part. Et les meilleures idées, les meilleurs trucs que j'ai fait, c'était pas les trucs que j'ai fait tout seul. Ok. Donc il y a ça, et puis il y a cet aller-retour quotidien, cette espèce de ping-pong, et puis de temps en temps, moi ça m'arrive, je prends ma caméra, je dis tiens, je suis en train de faire un truc. L'autre jour, j'étais aux Galeries Lafayette en train de feuilleter un bouquin, j'ai dit tiens, j'avais pris un peu l'habitude de filmer un peu tout ce que je fais, j'ai dit tiens, c'est marrant, je vais en faire une vidéo de ça. Donc t'as des trucs qui viennent spontanément, t'as des trucs qui sont un peu plus préparés, voilà, il y a des trucs qui sont très écrits, enfin... Des fois, il y a des choses, tu te dis bon, je vais faire. Des fois, parfois tu te dis bon, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est purement en disant tiens, il faut il y ait plus de gens qui me voient, donc je vais faire du référencement, donc je vais répondre à la question j'en sais rien, une question bateau que les gens se posent, comment reconquérir son ex ou comment aller mieux après une rupture. Enfin, tu vas prendre un tel bateau, tu vas l'écrire. Là, c'est un peu du travail bête et méchant, puis des fois, tu fais des trucs un peu plus spontanés qui sont intéressants aussi. Quoi. Ouais. Tu parlais justement là de ton expérience aux Galeries Lafayette. Moi, personnellement, si je devais faire une vidéo en public, je serais hyper gêné. Oui. Par rapport au regard des autres, quoi. Ouais. T'as aussi eu ça au début ou t'as jamais eu de problème par rapport à la gestion du regard des autres, tu vois? Comment est-ce que tu fais pour... Moi, je faisais des caméras cachées, donc ça va, parce qu'en fait, la caméra, personne ne la voit. Ouais. En fait, quelque part, t'es toi-même. C'est pour ça que c'est très impressionnant à regarder les caméras cachées. Moi, par exemple, je regardais les caméras cachées de Laurent Baffy l'autre jour. Il y avait un truc à la télé là-dessus. Et quand tu regardes ça, tu fais waouh, il a osé le con. Et bon, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit la même chose pour moi. Enfin, mais en fait, toi, quand tu fais ta caméra cachée, t'en as pas du tout conscience. T'es toi-même et t'es juste face à la personne qui te regarde. Donc c'est pas un public immense. Maintenant, ce qui est plus difficile, là où j'ai eu plus de mal au début, c'est de faire des faces caméra. Donc t'as la caméra qui est posée sur un pied. Toi, tu t'adresses à la caméra, sachant pertinemment que tu fais, il faut essayer de pas rater ta prise. Derrière, il y a déjà il y a les gens autour qui te regardent, et puis derrière il y a encore plus de gens qui vont te voir. Donc là, t'as vraiment, quand t'es en train de regarder l'objectif de la caméra, t'as vraiment la conscience, t'as vraiment ce truc-là qui fait que du coup c'est beaucoup plus difficile. Ça m'a posé problème. C'est dur, tu dois recommencer, t'as du mal à lâcher prise. C'est plus un problème de lâcher prise là-dessus. Parce que surtout, t'as les gens qui passent derrière toi. Ah putain, il y a quelqu'un qui est passé, merde, il faut la refaire. Bon, bah non, c'est pas très grave, il faut faire avec, quoi. Mais il y a cet apprentissage-là qui est pas facile. Mais bon, au final, ce genre de truc, comment on fait pour s'améliorer là-dedans, il y a pas de secret, il faut en refaire encore et encore. C'est comme les pompes, quoi. Ouais. Au final, c'est comme un muscle, quoi. Exactement. Comment tu deviens bon en traction en faisant des tractions? Comment tu deviens bon à parler à la caméra? Tu parles à la caméra. J'ai aussi envie qu'on parle de la patience, parce que c'est aussi une question importante. Parce que quand les gens... Moi, j'ai aussi ce problème-là, quand je lance quelque chose, par exemple, si j'ai pas de succès rapidement, c'est tout de suite l'ego qui en prend un coup. Et pour être patient, je trouve que c'est pas évident, d'autant qu'aujourd'hui on nous apprend pas la patience, quoi. On nous apprend pas à planter quelque chose et juste attendre que... On a une idée en tête, on se dit bon, on voit pas l'échéance, on se dit l'échéance je veux que ça marche tout de suite. Au final, moi le conseil que je donne toujours aux entrepreneurs, c'est toujours se donner. Tu démarres quelque chose, tu peux pas attendre les résultats avant 1 an minimum. Ta première année, tu mets les choses en place. La deuxième année, ça commence un peu à rouler, puis tu améliores les choses. Et puis, vraiment, moi c'est ça, ma première boîte, c'était ça. Il a fallu, la première année, autant me dire, je gagnais pas ma vie. Ça commençait, mais c'est jamais explosif, en fait. C'est ça que les gens se rendent pas compte, mais tu prends les gens qui ont eu un énorme succès, je sais pas, je vais prendre les Rolling Stones, par exemple. Si tu t'intéresses un peu à leur parcours, et au passage, les gens peuvent lire la biographie, l'autobiographie, c'est pas lui qui l'a écrit, je pense, mais de Keith Richards. C'est très intéressant parce que tu vois que finalement, en réalité, ils ont été connus à, j'en sais rien, je vais dire une connerie parce que j'ai pas les dates en tête, mais on va dire, ils ont explosé à 21, 22, alors qu'en fait, ils ont commencé à 16. Ok. Donc ça fait 5 ans, tu vois. Ouais.
5 ans sans. Donc en fait, il y a 5 ans de travail derrière que tu vois pas. C'est pareil, tu vois des gens débouler, Laure Manonou qui explose tout le monde aux Jeux Olympiques de, je sais plus, je crois que c'était Athènes, si je dis pas de conneries. Ouais, je pense que c'est. Ouais, mais bon, elle a pas commencé la veille, quoi, à s'entraîner. Les gens voient des événements, mais pas le processus, quoi. En fait, les gens, ils voient la personne arriver, ils voient la personne exploser, mais ils voient pas le travail qu'il y a eu derrière. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager dans la vie. Il faut des choses qui t'apprennent la patience. Moi, j'ai appris la patience avec le sport, avec le piano. C'est des trucs qui sont un peu ingrats, tu vois. Tu vas pas progresser tellement vite en sport. Tu vas pas nager 56 secondes au 100 mètres, par exemple, en une année de pratique de natation. Ça, c'est pas possible. Pareil, le piano, avant de jouer des trucs un peu exigeants, pareil, c'est 2-3 ans de pratique, quoi. Et ce genre de trucs-là, moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir eu, que ce soit mes parents qui m'ont incité à faire ça, ou alors moi qui me suis lancé dedans, mais en tout cas j'étais vraiment content d'avoir fait cet apprentissage-là, quoi. Une chose qui revient en entrepreneuriat, en tout cas ce qui revient beaucoup, c'est le fait d'échouer rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation, de dire voilà, tu lances quelque chose, tu dois échouer vite pour ensuite pouvoir itérer et améliorer ton projet? Ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord avec cette idée qui dit que tu dois échouer rapidement et que l'échec c'est quelque chose de bien? Oui, l'échec c'est quelque chose de bien. Je sais plus qui est cette phrase. C'est essaye et fail. Enfin, c'est en anglais, c'est try, fail and fail better. Enfin, c'est un truc avec fail better comme ça. Je sais plus qui a dit ça. Mais j'ai vu une meuf qui avait tatoué ça sur son bras. J'y repense. Mais ouais, alors l'échec fait partie, mais je savais pas que c'est pas non plus, faut pas y aller avec un bâton en se disant ouais, je fonce vers l'échec, allons-y, c'est parti. Mais ça fait partie du process, quoi. C'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas faire un truc, tu vas te planter sur un truc, tu vas dire ah bon bah tiens, qu'est-ce que j'ai appris. À un moment donné, moi j'avais voulu faire une conférence et puis ça a complètement merdé. Enfin ça a pas du tout marché, ça s'est pas du tout vendu. J'ai fait ah bon bah tiens, effectivement, ça m'apprendra une chose, c'est de demander le feedback des gens avant de lancer quelque chose, quoi. Typiquement c'est ça. Okay. Quand t'as la chance d'avoir une audience, et typiquement quelqu'un qui par exemple qui voudrait lancer quelque chose, c'est de tester son idée avant, de savoir s'il y a vraiment une demande derrière, quoi. Chose que tu peux faire très simplement d'ailleurs avec Facebook ou avec je sais pas, tu peux faire avec AdWords peut-être, tu peux mettre en place ton idée tu peux faire une étude de marché, tu peux très rapidement avec 50 € de budget publicitaire, tu peux savoir si oui ou non ça a un avenir. Donc Après, en fait, l'échec, c'est pas. Oui, t'es obligé de passer par l'échec. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde se plante et continuera de se planter dans sa carrière. Au final, c'est pas très important. C'est ce que t'apprends de ton échec. C'est ce que t'en fais, quoi. Même des grosses boîtes se plantent sur des produits. Elles lancent des produits. Je sais pas, il y a des dizaines d'exemples comme ça. Elles se vautrent, mais c'est pas grave. Elles continuent. Il y a eu plein de grosses compagnies qui ont fait des trucs qui n'ont pas du tout marché. Ouais. Après, ça implique que tu fasses un gros shift dans ta mentalité, quoi. Le fait d'apprendre que l'échec est quelque chose à partir duquel tu peux grandir, quoi. Oui, en fait, les personnes qui ont des problèmes avec ça, c'est que les personnes qui n'ont jamais chié dans leur vie, qui ont fait leur petite école, machin, ou leur petit truc, on leur a toujours dit qu'ils étaient les meilleurs, ils arrivent, tiens, je vais monter un truc, et bam, ils se ramassent une grosse tôle, et là, ils s'en prennent, d'un coup, ils s'en prennent plein la tronche. Quelqu'un qui a l'habitude de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, il sait que l'échec fait partie du process. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le travail derrière, de dire j'ai fait un truc, ça ne marche pas. Et c'est un truc que tu fais au quotidien. C'est-à-dire que moi, je vais faire une vidéo, je dis tiens, cette vidéo-là, elle n'a pas marché. Pourquoi ? Je veux pas la supprimer pour autant. Je veux pas dire tu vois, comme je produis du contenu, je dis voilà, celle-là, elle a bien marché. Pourquoi ? Celle-là, elle n'a pas marché. Je vais pas non plus me mettre à pleurer parce que j'ai fait une vidéo qui a mal marché. Elle a mal marché, c'est tout. Mais j'essaie de voir quelle est la différence entre celle qui marche et celle qui marche pas, et puis d'avancer avec ça, quoi. Tu te poses des questions et tu te remets en question, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la capacité de se remettre en question, tout simplement. L'échec, il faut pas. Voilà, c'est ça. De toute façon, l'ego, de toute manière, dans quel que soit le domaine, c'est un mot. C'est pas bon. Il faut le mettre. Il faut pas réagir à chaud. Il faut essayer de mettre ça. Ça rejoint l'exemple de ce que je disais tout à l'heure avec les commentaires YouTube. Tu vas les lire. Voilà, il faut pas avoir ton ego en première ligne. C'est un petit peu comme si tu le reculais par rapport aux choses qui t'arrivaient. C'est-à-dire que tu ne laisses pas les gens l'atteindre, tu ne laisses pas l'échec l'atteindre directement, tu ne laisses pas l'échec atteindre directement le
cœur de ce que tu es, ce qui te constitue, vraiment ton noyau. Tu mets ça un peu derrière, tu essaies de le protéger avec quelques vitres, quelques doubles vitrages, et puis tu fais ce travail de remise en question en disant bon alors ok j'ai mal fait, mais alors c'est pas pour autant que tout doit aller à la poubelle, peut-être qu'il y a des choses à garder, on verra quoi. Ouais. Ça me fait penser à une phrase que j'ai lue, je sais plus dans quel bouquin c'est, mais c'était les bons ne sont pas bons par nature, les très très bons sont bons parce qu'au début ils étaient mauvais et ils voulaient juste s'améliorer quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui tu es coach. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou est-ce que c'est le chemin que tu as suivi qui t'a mené naturellement à cette métier? Je vais te dire, j'ai jamais voulu faire ça. Okay. Je me suis jamais imaginé faire ça. D'ailleurs, dans ma tête, quand j'étais dans mon premier travail de salarié comme ça, j'avais un peu, je fantasmais un truc en disant oui, je vais écrire ou je vais être romancier ou je vais faire des trucs. À l'époque, j'écrivais pas mal de trucs que je partageais autour de moi, puis ça, les gens aimaient bien. Je me suis dit ah oui, je voudrais être écrivain. Et en fait, je me suis retrouvé à faire coach. Rien à voir. Moi, en fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tester des choses et voir dans quoi on est bon. Et en fait, le fait est que j'aurais pu me lancer dans cette première aventure de coach séduction et puis me rendre compte que j'étais pas bon du tout pour le coaching et ça se serait arrêté là. Le fait est que je me suis lancé là-dedans. J'ai fait des formations. Les gens, j'ai eu un bon feedback. J'ai encore cherché à améliorer ce que je faisais et finalement, je me suis rendu compte que j'étais bon là-dedans. Et quand t'es bon dans quelque chose, tout devient plus simple. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est pas forcément ce que toi tu fantasmes. Tu dis tiens, moi j'ai envie d'être astronaute. Alors, on va prendre une pensée d'un enfant qui veut être astronaute. Oui, mais peut-être que t'es pas bon là-dedans. Peut-être que tu ne peux pas parce que t'as pas la vision qu'il faut, t'as pas les qualités qu'il faut. Et ça n'a aucun sens d'essayer de devenir bon dans quelque chose pour lequel on n'est pas bon. Moi, je vais jamais aller me lancer dans quelque chose dans lequel je suis médiocre. Et il s'avère que j'étais bon à travailler avec les gens. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, il y a des gens qui sont mauvais là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent, je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent devenir coach. C'est pas bon de vouloir un truc énormément sans avoir un peu testé. Et moi, j'ai eu la chance de pas trop vouloir faire ça. J'ai testé et clac, ça a fonctionné. Peut-être que ça aurait pas été pour moi. Il aurait fallu que je continue un processus itératif comme ça où tu continues à tester des trucs. Tu vois, tester un maximum de choses, et ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles et puis trouver comme ça ce pourquoi on est fait. Dire oui quoi. Tu testes, tu cherches. Mais même pas dire oui parce qu'on va pas forcément venir te cueillir par la main. Oui non c'est ça. Fais ça, tu vois. Tiens, essaye-toi ça. Essaye de travailler avec des gens, essaye de travailler tout seul parce que c'est pareil, tu vois. Typiquement, je reprends mon idée d'être romancier. C'est pas facile. Tu travailles avec ton ordinateur ou ton papier, ton crayon. T'es tout seul toute la journée. Y a pas beaucoup de gens qui vont aimer ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non seulement il faut déjà avoir un peu enfin il faut déjà aimer écrire, puis il faut travailler ça pour devenir bon là-dedans. Enfin il faut avoir un style, etc. Donc je sais plus ce que je voulais dire en fait. Donc tu me disais oui être coach, donc moi c'est pas quelque chose que je voulais faire et j'ai découvert que j'étais bon là-dedans. Donc voilà, moi je conseillerais à tous les gens de tester un maximum de choses pour savoir dans quoi ils sont bons. Est-ce que je suis bon pour travailler avec les gens? Est-ce que j'aime ça, le contact humain par exemple? Il y a des gens ils sont bons pour bosser tout seul, il y a des gens ils sont bons pour bosser avec des gens. Ouais. Tester quoi. On arrive tout doucement à la fin. J'ai encore une ou deux questions. Je pense, tu as fait des études d'informatique, mais tu t'es évidemment pas arrêté d'apprendre à ce moment-là. Toi, où est-ce que tu vas chercher tes sources d'information? Où est-ce que tu vas apprendre? Où est-ce que tu vas te nourrir pour continuer à grandir et pour continuer à apprendre de nouvelles choses? C'est quoi tes sources, tes inputs? Mes sources, par exemple, moi mes sources c'est plutôt des gens. C'est-à-dire que là par exemple j'ai passé la journée à travailler avec Mathieu, c'est un ami à moi qui est hypnothérapeute. D'ailleurs les gens qui suivent ma chaîne vont bientôt voir des vidéos que j'ai fait avec lui. Lui c'est une énorme source d'apprentissage pour moi. Moi je lui apprends des choses et lui m'apprend des choses. Okay. Donc voilà. Après il y a les livres. Alors moi, c'est pas tellement souvent les gens ils me posent cette question-là. Je suis un peu embêté pour répondre. Ils me disent oui, qu'est-ce que tu me conseilles comme livre de développement personnel? Comme moi, c'est pas ma source d'apprentissage. J'ai toujours du mal là, tu vois, j'ai commencé à lire un bouquin
d'un mec d'ailleurs qui a fait parler de lui dans les médias, Aziz Ansari. Je sais pas si tu connais. J'ai vu ta vidéo à propos de lui. Voilà, tu as vu ma vidéo, donc il y a une espèce de... Bon, c'est pas été très médiatisé en France, mais et voilà, du coup, c'est un des rares. Mais je peux compter sur les doigts des deux mains les livres que j'ai lus de développement personnel, donc j'en ai pas lu beaucoup. Et typiquement, pour moi, c'est pas une source. Donc moi, c'est plutôt les gens, la source d'apprentissage. C'est plutôt les gens que je vais être amené à rencontrer dans la vie, où on me les présente, où je vais les chercher, et que je vais élire comme source d'apprentissage. Par exemple, moi, typiquement, tiens, regarde, j'étais quelqu'un de très timide avec les femmes quand j'étais adolescent. Bien, à un moment donné, j'ai fait la connaissance d'une personne qui lui était très douée là-dedans, et je me suis dit voilà, cette personne, je vais apprendre de cette personne. Okay. Et j'ai énormément avancé comme ça. J'essaie de réfléchir si j'ai pas d'autres sources. Alors Internet, je vais énormément lire de choses sur Internet, mais c'est pas tellement pour apprendre, mais plus pour me stimuler. Okay. C'est-à-dire que ton cerveau, il a besoin d'être stimulé. C'est-à-dire que si tu réfléchis tout seul dans ton coin, tu tournes en rond. Parfois, tu vas aller lire 2-3 trucs, des sons de cloche différents, des machins, clac, ça te débloque dans ta réflexion. Okay. Voilà, j'essaie de réfléchir à d'autres sources que je pourrais. Bien sûr, alors moi, il y a des personnes que je suis évidemment qui m'apprennent énormément. Enfin, pas qui m'apprennent. Alors des fois ils m'apprennent rien, mais ils me motivent. Et je pense que moi j'ai eu ce rôle-là aussi pour beaucoup de gens et je continue à l'avoir. En tout cas, dans les retours que j'ai, c'est ce qu'on me dit souvent. Même si je n'apprends pas, je me motive. Qui je suis. Des Américains, un mec qui s'appelle Grant Cardone, je sais pas si tu connais. Ouais. Que j'aime beaucoup par son franc-parler, par son discours, qui m'apprend beaucoup de choses parce que pour le coup il parle de choses alors qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais il va parler plutôt d'investissement immobilier. Alors j'en ai fait un peu, d'ailleurs j'en ai parlé dans mes vidéos, donc ça m'apprend des choses, même si c'est pas forcément une chose dont je parle beaucoup. Et puis une autre personne que je suis qui s'appelle Gary Vaynerchuk, que pas mal de gens suivent aussi, qui est vraiment une personne très motivante. Voilà. Donc je n'apprends pas énormément de choses parce que finalement, si je prends ces deux personnes-là, elles vont avoir tendance à répéter les mêmes choses. C'est comme moi quand je parle de rencontres, de séduction, de relations amoureuses. Finalement, tu as tendance un peu à répéter les mêmes choses, mais je trouve que ces deux personnes le font extrêmement bien. Okay. Au final, c'est le fait de t'entourer ou de suivre des gens qui te tirent vers le haut, quoi. Exactement, il faut être capable de... Parfois, ces gens, tu n'as pas la chance de les avoir dans ton entourage, je pense. Et tu peux... C'est ça qui est génial avec Internet, c'est que tu peux aller les chercher. Okay. Ah si, la radio est une source d'apprentissage pour moi. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'en choisissant les émissions et les personnes que je vais écouter, je dis voilà, tiens, ces personnes-là, je vais les suivre, je vais les écouter. Il y a ces émissions qui sont intéressantes. Ça peut être n'importe qui, hein. Je donne un exemple, c'est pas mon cas, mais par exemple, je sais pas, il y a des gens qui disent tiens, moi je lis les livres. Alors, c'est les livres, mais bon, après maintenant les gens ils sont livres, radio, podcast, ils font un peu tout. Maintenant ils sont un peu partout, mais je vais regarder les émissions de qui, j'en sais rien, de Michel Onfray par exemple, qui est très. Mais il y a des gens qui disent voilà, cette personne je la suis, elle m'inspire, elle m'apprend des choses. Bon, moi je suis pas trop. Je suis pas trop ces contenus à Michel Onfray, ça m'intéresse pas spécialement. Mais voilà, c'est comme ça, tu élis une personne qui t'apprend des choses. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup écouté, moins maintenant, mais je faisais beaucoup ces dernières années des émissions de Raphaël Enthoven, de philosophie, parce que je trouvais que j'apprenais énormément de choses en écoutant ces émissions. J'enrichissais ma culture et j'apprenais énormément de choses. Et ça m'aidait à avancer sur mes réflexions. Ça m'aidait à avancer dans mon domaine à moi qui n'avait rien à voir. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Faut chercher des sources différentes. C'est pas parce que tu es dans un domaine que tu vas aller chercher l'information exactement dans ton domaine. D'ailleurs, c'est même peut-être là que tu as le moins de chance de trouver, puisque si par exemple, moi, je suis coach en développement personnel, c'est pas chez les autres coachs en développement personnel que je vais apprendre des trucs, puisqu'ils font à peu près la même chose que moi. Ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est d'aller chercher des sources d'informations ailleurs. Des gens qui font, tu vois, typiquement, j'ai cité Grant Cardone et Gary Vaynerchuk, c'est un peu éloigné. Des gens qui font de la philosophie, tu vois, ce sont des choses qui sont un peu éloignées, mais qui du coup permettent d'apporter des choses nouvelles. Oui, tu fais de la diversité, quoi, totalement. Il faut se diversifier, c'est bien, c'est important. Et alors, dernière question.
admettons, si tu avais quelqu'un en face de toi qui veut se lancer, qui veut développer quelque chose, développer un projet ou s'améliorer, toi, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, la chose que tu as apprise? Le conseil que je Ouais. donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, Ouais, ou même le conseil que tu donnerais à toi il y a une dizaine d'années, quoi. Tu vois, si tu pouvais te parler à toi-même quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu dirais, quoi? bah en fait je dirais mec, arrête de cogiter, trouve la plus petite action possible qui te permette de démarrer. Te branle pas pendant 2 heures sur ton logo, sur le nom de ta boîte, sur la couleur du logo et la tronche de ta page web. Et puis vas-y quoi. Mhm. Confronte-toi, lance-toi. Enfin, et quel que soit ton domaine, c'est-à-dire que même si ton truc c'est la musique, ok, bah vas-y, essaie de trouver un endroit où tu vas pouvoir partager ce que tu fais. Balance un truc sur SoundCloud, sur YouTube, enfin, il faut que tu te confrontes en fait. C'est ça. Cherche la confrontation. Voilà le conseil que je donnerais. Ok. Et alors, où est-ce qu'on envoie les gens qui nous écoutent? Où est-ce qu'on peut leur dire de te trouver? Eh ben, on peut les envoyer sur. Alors, ils peuvent taper de mon nom, ils vont trouver à peu près tout ce qui me concerne. Donc, Yann Piette, Y-A-2-N-P-I-E-2-T-E, j'épelle parce que c'est du podcast. Et ils peuvent aller sur mon site, donc yannpiette.com, ils peuvent aller sur ma page Facebook, ils tapent Yann Piette dans Facebook, ils vont trouver tout simplement. Ils peuvent surtout aller sur YouTube, parce qu'en ce moment, je suis très actif, j'essaye de publier une vidéo par jour, et jusqu'à présent, j'arrive à m'y tenir, donc à part le dimanche évidemment. Ils peuvent me trouver sur Instagram, voilà, donc Yann Piette, Y-A-2-N, P-I-E-2-T-E, c'est comme ça qu'on me trouve. Ok, super. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi.